Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous pour cette 10e édition des Bibliothèques Idéales et avec Amélie Nothomb, quand même. Amélie Nothomb, vous êtes baronne par arrêté royal, mais vous êtes aussi ambassadrice mondiale à vie du Champagne. Et vous avez vu comment j'assume mon titre quand même. Quel professionnalisme. Vous êtes un doux mélange d'humour belge, d'esprit français, de politesse nippone, le tout saupoudré d'une petite extravagance intelligente dont on ne se lasse jamais. Voilà ce que je dirais de vous. Mais et vous, Amélie, si vous publieriez aujourd'hui votre premier roman et que personne ici ne vous connaissait, comment vous vous présenteriez ? Qu'est-ce que vous nous diriez de vous ? Eh bien, je vous dirais que vraiment ce n'est pas de ma faute. Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je suis enchantée de ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive est une magnifique aventure. Mais voilà, je suis tombée amoureuse de vous. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça m'est arrivé il y a 25 ans. Je n'ai pas guéri de cet amour. Et visiblement, vous n'avez pas guéri de cet amour non plus. Et je vous en bénis parce que on veut tous vivre une grande histoire d'amour. Mais est-ce qu'il y a d'autres parmi vous ici qui ont vécu une grande histoire d'amour qui a commencé il y a 25 ans et qui dure toujours ? C'est terriblement intimidant. On n'a qu'une seule idée, c'est que ça dure, bien sûr, on est tous pareils. On veut vivre un grand amour qui dure, mais on ne sait pas comment ça marche. Et vous êtes toujours là. Bon, bien sûr, j'en vois ici qui n'étaient pas nés il y a 25 ans, n'est-ce pas, Julia ? Mais je suis d'autant plus troublée. Et vous savez, la première fois que je suis venue à Strasbourg, c'était le 12 octobre 1993, vous étiez à peine né, Bénédicte, et beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Et moi, je ne connaissais pas Strasbourg. Et bien sûr, en tant que Belge, je savais que c'était une ville importante parce que c'était une ville fondatrice de l'Europe, l'autre ville fondatrice de l'Europe après Bruxelles. Et je me disais, excusez-moi, on est chauvin. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que cette ville, Strasbourg ? Je n'en avais aucune idée. Ça a été un coup de foudre. Mais un coup de foudre, vraiment, quand j'ai découvert Strasbourg, je me suis dit, mais comment pouvais-je ne pas savoir que cette ville était si belle et si géniale ? Et je suis tombée amoureuse tout de suite. Et depuis 1993, je reviens chaque année. Et chaque année, j'ai un accueil exceptionnel, y compris de lecteurs qui, je le répète, n'étaient pas nés à l'époque, ce qui est très troublant. Et aussi de mes fidèles lecteurs qui ont mon âge, donc je ne vais pas oser dire qu'ils sont vieux, mais enfin, ils se reconnaissent certainement. En tout cas, d'amour, il en est question dans ce roman, ce 26e, Frappe-toi le cœur. C'est un amour... vous explorez en fait l'amour maternel, ou plutôt l'absence d'amour maternel, qui va glisser progressivement vers un sentiment que vous décrivez à la perfection, qui est la jalousie. Amélie Nothomb, ce petit 26e, qui est en fait le 87e de vos romans écrits. Vous savez tout, Bénédicte. J'ai appris quelque chose sur vous. Ce roman, le petit dernier, vous l'aimez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Je l'aime énormément parce qu'il traite d'une de mes obsessions fondamentales, l'amour maternel. Je suis mère de famille très nombreuse puisque je suis enceinte devant vous de mon 89e enfant. Et ce n'est pas fini. Il n'existe pas de terme à la fécondité dans le métier que je fais, donc il est à craindre que malgré mes 50 ans, vous ne soyez pas délivrés de moi. Je m'imagine dans 20 ans, dans 30 ans, venant encore à Strasbourg. Et bon, je sais ce que c'est que d'aimer ses enfants. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse créer sans amour. C'est difficile de créer la vie. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas possible. Et pourtant, je sais que l'amour maternel n'est pas une chose naturelle. On a longtemps cru que l'amour maternel était une chose automatique. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Il existe beaucoup de mères qui n'aiment pas leur enfant. Dieu merci, ce n'est pas du tout ce qui m'est arrivé. Ma mère m'a toujours aimée, ma mère, Dieu merci, m'aime toujours. J'avais 10 ans la première fois que j'ai rencontré dans ma classe une petite fille que sa mère n'aimait pas. J'en suis restée abasourdie. Ça existe, il y a des enfants que leur mère n'aime pas.
Comment est-ce possible? Ma mère qui a toujours été ma religion, ma drogue, mon principal fondement, il y a des gens qui grandissent sans être aimés de leur mère. Depuis mes 10 ans, j'ai rencontré énormément de femmes à qui ce drame était arrivé. Des femmes qui n'étaient pas aimées de leur mère. Je ne m'en suis jamais remise. Comment est-ce possible? Je le répète, ce drame n'est pas le mien. Moi, j'ai grandi dans l'amour maternel. J'ai toujours su ce que ma mère était pour moi. Et encore aujourd'hui, chaque fois que je vois ma mère, je suis en espèce de pamoison. Ma principale caractéristique, c'est que je me souviens mieux de ma toute petite enfance que la moyenne des gens. Donc je me souviens de quand j'étais dans le ventre de ma mère et je me souviens que c'était le meilleur lieu du monde. Et bon, je crois que bon, évidemment, c'est pas si mal d'être né parce que ça permet de boire du champagne, mais je pense que sans champagne, je n'aurais pas tenu. Et puis, bien sûr, sans l'amour maternel. Bien sûr que je parle, je vois apparaître des visages dans la foule de mes fidèles correspondants. C'est très émouvant. Ce qui est très agréable dans ce roman, c'est que vous nous parlez du cœur comme le lieu où finalement tout se passe, mais là où il y a aussi le génie. C'est ce magnifique vers d'Alfred de Musset. Ah, frappe-toi le cœur, c'est là que le génie. J'adore ce vers. D'abord parce qu'il est très beau, mais en plus parce qu'il est absolument révolutionnaire. Benoît, vous êtes encore là. Excusez-moi, je découvre les visages à mesure que je parle. Je ne sais pas vous, mais moi, on m'a toujours appris que l'intelligence, c'était dans le cerveau. Donc, si on pouvait être vraiment génial, c'était grâce à son cerveau. Et je n'ai pas tellement confiance en le cerveau. Le cerveau est c'est pas grand-chose, le cerveau. Vous avez remarqué, quand on est bouleversé, c'est pas dans son cerveau que ça se passe. Quand on est bouleversé, c'est là. Et vraiment, on le sent. Alors, je ne sais pas si c'est exactement là qu'est le cœur, parce qu'on m'a appris que le cœur n'était pas exactement là, qu'il était plus là. J'en sais rien. Moi, je ne suis pas biologiste, mais j'ai observé que chaque fois que j'étais bouleversée, c'était vraiment là que ça se passait. Donc, Musset a raison. L'organe génial, il n'est pas là. L'organe génial, il est là. Les anciens, les latins en particulier, le savaient bien. Les latins n'ont jamais douté que ça ne se passait pas dans la tête, que ça se passait dans le cœur. C'est affreusement moderne de supposer que le cerveau est responsable de tout ça. Je pense que le cerveau est un organe extrêmement surestimé. Quand on est intelligent, on a tous rencontré des gens qui avaient 180 de quotient intellectuel. Ce sont des gens très peu intéressants. Les gens vraiment intéressants qu'on rencontre dans sa vie, c'est les gens qui ont quelque chose là. J'adore cet endroit parce que c'est une vraie frontière. Le cœur est une vraie frontière entre le corps et l'âme. Le corps y est totalement, nous savons tous que notre corps est parfaitement engagé dans cet endroit-là. Et en même temps, il n'y a pas que le corps, il y a quelque chose d'autre. Des circonstances que je ne pourrais pas vous raconter ici ont fait qu'en 2012, j'ai demandé à voir mon âme. J'ai été mise en présence d'une divinité, j'ai demandé à voir mon âme. J'ai dit, c'est où l'âme? Et la divinité que j'ai interrogée m'a fait voir mon âme. Mon âme était là. Elle m'a montré que c'était là. L'âme se situe ici. C'est affreusement vieux jeu ce que je vous raconte. Aucun scientifique d'aujourd'hui n'est d'accord. Depuis, j'ai bien retenu, tout se passe là. Croire qu'on écrit avec son cerveau, vous savez, c'est comme les gens qui font attention à leur compte en banque. Le compte en banque, c'est pas intéressant. C'est ennuyeux. Et puis, il n'y a rien dans le compte en banque. La tête, c'est le compte en banque. C'est pas intéressant. C'est là que ça se passe. Vous le dites d'ailleurs très bien. Vous écrivez, c'était donc cela, le sens, la raison d'être de toute vie. Si on était là, si l'on tolérait tant d'épreuves, si l'on faisait l'effort de continuer à respirer, si l'on acceptait tant de fadeur, c'était pour connaître l'amour. Amélie Nothomb, y a-t-il des amours heureux dans votre univers? Mais oui, je suis quelqu'un d'assez heureux. J'ai eu de bons parents, Dieu merci, je les ai toujours. Ma mère m'aimait, mon père m'aimait, je les aimais.
Je crois que ma principale tragédie, c'est d'être née goinfre. C'est-à-dire que mes parents m'aimaient, mais que j'en voulais encore plus, que je trouvais que c'est bon d'être aimé de ses parents, et surtout de ma mère, parce que ma mère, c'était, je le répète, ma mère, c'était ma religion. Et il y a eu cette scène absolument fondatrice de mes 9 ans, moi, accrochant la jupe de ma mère, disant « Maman, maman, aime-moi, maman, maman, aime-moi ». Et maman me disant « Mais je t'aime ». Et moi, je dis, mais je t'aime, aime-moi encore plus, maman, aime-moi encore plus que ça. Ma pauvre mère excédée, disant, écoute, si tu veux que je t'aime encore plus que je t'aime, séduis-moi. Traumatisme fondamental. Ma mère me dit, séduis-moi. Comment on fait ? Moi, répondant du haut de ma morale de mes 9 ans, mais maman, c'est ton devoir, tu es ma mère, c'est ton devoir de m'aimer. Ma mère me répondant la vérité, preuve que c'est une bonne mère. Ça n'existe pas, ça, le devoir d'aimer. Personne n'est obligé d'aimer personne. Si tu veux que je t'aime vraiment, mais vraiment démesurément, tu dois me séduire. Oh, catastrophe. Catastrophe. J'ai 9 ans, je dois séduire ma mère. Je fais comment ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je crois que j'essaye toujours. J'ai 50 ans, j'essaye toujours de séduire ma mère. Voilà, je pense que je suis toujours persuadée que s'il m'arrive quelque folie, ça doit être une folie bien partagée. Je suis sûre que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train de se demander comment on fait pour séduire sa mère. Je crois qu'elle aime bien mes livres, ma mère, mais c'est difficile de séduire ses parents. C'est pas évident. Votre maîtrise du dialogue, votre sens de la précision, c'est quelque chose de très appréciable chez vous. Et alors, ce qu'il y a de magnifique aussi, c'est tous ces petits clins d'œil, ces petites choses qui peuvent paraître anodines et qui, en fait, révèlent votre immense talent. Et c'est par exemple le cas de ce métier que va choisir Diane. Diane va choisir d'être cardiologue. Et elle va faire ce choix parce qu'elle se dit finalement, peut-être qu'en soignant le cœur, je vais peut-être réussir à réparer les cœurs. C'est magnifique ce que vous dites. Diane est donc l'héroïne de mon livre, c'est cette petite fille qui n'est pas aimée de sa mère. Je le répète, je ne peux même pas imaginer ce que c'est que de ne pas être aimée de sa mère. Je devine qu'il y a forcément ici une personne que sa mère n'a pas aimée et comment on fait pour supporter ça ? Je ne peux même pas imaginer ça. Je me suis mis dans la peau pour écrire ce livre d'une petite fille que sa mère n'aimait pas. Et il m'a paru logique qu'elle devienne cardiologue parce que je crois que si votre mère ne vous aime pas, vous êtes infirme là quelque part. Et que ça me paraît logique de vouloir soigner ce qui souffre, c'est-à-dire le cœur. Par ailleurs, ça n'a rien à voir, j'ai un neveu, dans ma fratrie on est 3 enfants, mon frère, ma sœur et moi, je suis la plus jeune. Ma sœur et moi on est pareil, on n'a pas d'enfants. Mon frère a 7 enfants, il a fait les enfants pour toute la famille. Et l'aîné de ces 7 enfants est un jeune homme extrêmement brillant qui a 27 ans et il est, figurez-vous, il est médecin et cardiologue. Et je lui ai dit, c'est quoi la caractéristique des cardiologues ? Et il m'a dit, c'est lui qui parle. Il m'a dit, les cardiologues sont prétentieux. C'est lui qui parle. Moi, je n'ai jamais rencontré de cardiologue, je n'ai pas de problème de cœur, donc je ne sais pas s'il y a des cardiologues parmi vous qu'ils ne m'en veuillent pas. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de penser que les cardiologues étaient des gens prétentieux. En même temps, je comprends. Ils soignent un organe qui n'est pas n'importe lequel. Je veux dire, ils soignent l'organe clé, là où tout se passe. Mourir du cœur, c'est la mort noble. On voudrait tous mourir du cœur. On voudrait tous mourir d'un arrêt. Voilà. On voudrait tous être foudroyés dans notre cœur. Je ne sais pas quelle est l'incidence d'une consommation excessive de champagne sur le cœur. Je l'avoue, je ne le sais pas non plus, mais moi je sais qu'il y a quelque chose que vous faites très bien dans vos romans, c'est apprivoiser les contes. Vous avez adapté, réinterprété Barbe Bleue, Riquet à la houppe. Et en lisant celui-ci, je vous avouerai que je me suis posé la question s'il n'y avait pas Blanche-Neige un petit peu là en dessous. J'adore. Quand j'étais petite, donc bien sûr j'étais élevée de façon normale, ma mère me lisait les contes. Et ma mère disait, ta sœur, c'est la Belle au bois dormant. C'est vrai, elle dormait très bien, elle dort toujours très bien. Et toi, tu es Blanche-Neige parce que tes cheveux sont noirs comme l'ébène, ta peau est blanche comme la neige.
et tes lèvres sont rouges comme le sang. Oh, j'étais contente. Bon, depuis que j'ai vieilli, mes cheveux deviennent blancs, enfin tous d'élite, je me maquille pour avoir toujours l'air de Blanche-Neige. Mais je me souviens que ma mère me disait que quand j'étais petite, c'était Blanche-Neige, j'étais contente. En même temps, ce qui m'a quand même un peu paniqué, c'est que quand j'ai lu le livre, la maman de Blanche-Neige, ça faisait un peu peur. Hein. En même temps, j'ai vu le Walt Disney, bien sûr. Est-ce que vous pouvez imaginer une plus belle femme que la mère de Blanche-Neige dans Walt Disney? Elle est trop belle. C'est très troublant quand on voit le film, parce que c'est vrai que quand on voit le film, on se dit, mais Blanche-Neige, c'est une mignonne petite fille avec les joues rondes, mais la maman de Blanche-Neige, c'est quand même autre chose. Qu'est-ce qu'elle est belle! Voilà, on voudrait être belle comme la maman de Blanche-Neige. Comment on fait pour être belle comme ça? J'ai pas réussi. Hein. Mais ma mère était belle comme ça. C'est pas pour rien que ma mère était à ce point mon obsession. Ma mère était d'une beauté folle. D'une beauté folle. Et quand j'étais petite, je regardais maman, je disais, mon Dieu, elle est tellement belle, je l'aime tellement, je veux devenir comme elle. Ça n'a pas marché. Mais bon, je suis quand même là. Il y a quelque chose aussi dans ce roman qui est très, très fort, c'est à quel point vous jouez du rythme et vous jouez avec votre lecteur. Vous allez lui poser des questions, lui dire mais c'est qui déjà qui dit que la vie c'est un petit tas d'ennuis? Ça, je trouve ça juste formidable en termes de rythme, Voilà, on sent votre expérience là, Amélie, quand même. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup, où vous passez en fait au jeu et au discours direct, où vous faites en fait parler Diane. Et Diane raconte en fait toute sa vie, enfin tout ce qu'elle ressent. Le passage au jeu, le changement d'énonciation, tout cela, ça vient comment? Parce que vous êtes une maîtresse du dialogue aussi, donc... Je le répète, Frappe-toi le cœur, ce n'est pas mon histoire. Comment on fait pour s'approprier une histoire qui n'est vraiment pas la sienne et qui pourtant me parle? L'histoire d'une petite fille qui n'est pas aimée de sa mère. Il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Je me souviens de toutes mes angoisses d'enfant où j'avais peur que ma mère ne m'aime pas. J'avais tort, ma mère m'aimait, mais j'avais peur qu'elle ne m'aime pas. C'est ce qui m'a permis de comprendre Diane, cette petite fille qui n'est vraiment pas aimée de sa mère et qui pourtant parvient à grandir. Et je le répète, c'est un sort courant. Beaucoup d'enfants ne sont pas aimés de leur mère. Beaucoup d'enfants parviennent à grandir quand même en de telles circonstances. Donc je me suis dit, mais comment on fait pour supporter ça? Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du rythme qui m'échappe. Peut-être que quand on est un enfant qui n'est pas aimé de sa mère, peut-être que le salut est dans une espèce de vitesse. La musique est ce que j'aime le plus au monde. Certains rythmes musicaux aident à vivre. Quand je souffre, pour Dieu sait quelle raison, j'écoute des musiques qui me permettent de surmonter ça. Il y a des rythmes rapides qui permettent de passer au-delà de certaines souffrances. Je me suis dit que Diane, cette petite fille, avait peut-être fait ça. Elle avait décidé de grandir vite. Elle a mis une musique rapide sur son enfance. Ça lui a permis de passer au-delà des épreuves. Voilà, c'est pour ça que c'est vrai que la grande spécificité de ce livre, Frappe-toi le cœur, c'est le rythme. C'est un livre qui n'est pas du tout écrit sur un rythme normal. Il y a des accélérations et des ralentissements spectaculaires dans ce livre. Quand la petite fille est bébé, quand Diane est bébé, ça dure très longtemps. Puis tout à coup, elle grandit, c'est fait en 3 pages, elle est grande. Puis elle est grande, ça se ralentit de nouveau. Pendant 100 pages, elle a 20 ans, 25 ans. Puis tout à coup, ça s'accélère à nouveau. Mais je pense que la vie, c'est comme ça, en fait. La vie n'a pas lieu toujours au même rythme. Il y a des moments de sa vie qui durent un siècle. Il y a des moments de sa vie qui tout à coup s'envolent, qui ont lieu à très très grande vitesse. C'est un mystère. Le temps n'est pas linéaire, le temps n'a pas le même rythme tout le temps. Bien sûr, le fait d'avoir beaucoup lu m'a beaucoup aidé à concevoir qu'il existait des rythmes extrêmement différents dans la vie. L'exemple le plus connu dans les études littéraires, c'est Flaubert qui a écrit l'Éducation sentimentale. L'Éducation sentimentale raconte l'initiation amoureuse d'un tout jeune homme qui a 18-20 ans et qui tombe amoureux d'une femme mariée. Alors,
c'est un monument, l'éducation sentimentale. Frédéric Moreau tombe amoureux de cette femme mariée, on a droit à 400 pages d'amour malheureux. Et puis comment il s'en sort tout à coup, 20 pages sont résumées en exactement un paragraphe. Alors, je comprends les lecteurs qui disent « mais on se moque de nous, comment c'est possible de souffrir à ce point pendant 400 pages et puis de passer à autre chose en 2 paragraphes ?» Mais la vie est comme ça. Ceux d'entre nous, et nous sommes nombreux, qui ont connu un très grand chagrin d'amour, savent qu'il existe des ralentissements extrêmes du cœur. Tout à coup, on stagne dans la souffrance pendant, en effet, 400 pages, et tout à coup, le cœur s'accélère, et tout à coup, on en sort parce qu'on guérit. Et tout à coup, on se retrouve, on est adulte, on a une vie presque normale. C'est ce que j'ai voulu faire dans Frappe-toi le cœur. J'ai voulu montrer que la vie était comme ça, avec des changements de rythme extraordinaires qui, bizarrement, permettent de survivre. Alors, ce qui va permettre à Diane de survivre aussi dans c'est un peu cette vacherie de la vie, parce que, mine de rien, d'avoir une mère qui ne vous regarde pas, qui ne vous aime pas, c'est quand même pas très agréable. Vous êtes un peu cruel pour le coup, disons-le. Et elle va en fait mettre en place des stratégies pour grandir, pour essayer d'aimer sa mère aussi. Et alors là, ce que vous faites, c'est d'une très grande beauté, c'est que vous allez parler des grands-parents. Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment la figure des grands-parents va devenir en fait un pilier central dans la vie de Diane. C'est une sacrée question que vous me posez là. Je pense que je suis née grâce à ma grand-mère paternelle. Ceux d'entre vous qui ont lu Métaphysique des tubes savent que j'étais une enfant, je suis née anormale. Je suis née autiste. Et ça aurait très bien pu continuer comme ça. Dieu merci, mes parents s'en fichaient complètement. J'étais le 3e enfant. Ça les arrangeait bien d'avoir un 3e enfant qui ne faisait pas de bruit, qui était comme ça, complètement béat dans son berceau. Mais j'aurais pu être une vraie plante, une vraie handicapée. Ça aurait très bien pu très très mal se passer. Ça se passait au Japon. J'avais 2 ans et demi. J'avais toujours pas fait l'ombre d'un mouvement. Je le répète, jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, j'ai été exactement comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas fermé la bouche, j'ai pas fermé les yeux, et il s'est rien passé. Bon, mes parents, ça les dérangeait pas outre mesure. Et puis, idée de génie, ma grand-mère paternelle est venue me rendre visite au Japon. Faut-il préciser qu'elle était belge? Tous mes ancêtres sont belges, c'est une maladie inguérissable, nous sommes tous belges jusqu'à la 13e génération. Et que fait une grand-mère belge quand elle rend visite à sa petite fille belge? Elle lui apporte du chocolat. Et moi, je suis dans mon berceau, toujours comme ça. Et mon premier souvenir conscient, c'est ma grand-mère belge qui me tend au-dessus de ma bouche un bâton de chocolat blanc. Et moi, je vois arriver ce truc au-dessus de ma bouche. Je me dis, oula, il se passe quelque chose. J'ouvre la bouche pour goûter ce qu'on me propose. Extase absolue. Ça existe, quelque chose d'aussi bon que ça. Mon Dieu, c'est possible. Et c'est mon premier souvenir conscient. Je pense que ce qui m'a réveillée à la vie, ce qui a fait de moi la personne tellement opérationnelle que vous voyez, c'est que tout à coup, j'ai découvert qu'il existait le plaisir. Moi, j'ai découvert le plaisir sous les traits du chocolat blanc belge. Mais chacun son truc. Hein. J'ai découvert d'autres plaisirs depuis. Mais voilà. Si ma grand-mère belge ne m'avait pas rendu visite, je pense que je serais toujours béate. Comme ça, plus dans mon berceau, mais je ne sais pas dans quoi, dans mon fauteuil roulant, dans mon respirateur géant, enfin. Voilà. Depuis, je me suis beaucoup interrogée sur les contes. J'ai énormément lu les contes. Les contes ont beaucoup compté dans ma vie. Je les relis régulièrement. Qui sont les fées? Je ne peux pas croire que les fées soient des inventions. Je suis sûre qu'elles ne sont pas des inventions. Je suis sûre qu'elles existent. Je pense que les fées, c'est nos grands-parents, nos grands-mères. Qui sont aujourd'hui ces personnes pas vraiment réalistes parce qu'elles ne sont plus contraintes à obéir à la réalité. Ce sont nos grands-mères. Dans mon cas, ça a été particulièrement vrai, puisque comme n'importe qui, j'ai eu 2 grands-mères. Et mon cas a été très clair. Il y avait
la bonne et la mauvaise. Il y avait la gentille fée et la sorcière. La gentille fée, c'était la grand-mère paternelle, celle qui m'a apporté mon chocolat blanc, qui m'a réveillée, qui fait de moi cette personne totalement opérationnelle que vous voyez. Et puis la méchante, la grand-mère maternelle, que j'ai rencontrée quand j'avais 17 ans, on m'avait averti, on m'avait dit « Oh, tu vas voir, tu vas voir. Ta grand-mère maternelle est une méchanceté célèbre, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. » Puis j'ai rencontré ma grand-mère maternelle, j'avais 17 ans, j'étais super mal dans ma peau. Et ma grand-mère maternelle, la première chose qu'elle m'a dit, « Eh bien ma petite, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. » Et comme j'étais déjà pénétrée de l'idée de ma laideur profonde, ça n'a rien arrangé. Donc je me suis appliquée à faire semblant d'être intelligente pour surmonter la malédiction soulignée par ma grand-mère. Voilà. Est-ce que nous ne sommes pas tous nés comme ça, avec des parents qui font ce qu'ils peuvent, des grands-parents qui sont à la fois trop beaux et trop méchants, et qui à la fois vous sauvent et vous perdent. Et on ne sait pas qui vous sauve et qui vous perd, parce que ma grand-mère maternelle m'a dit une parole épouvantable, mais cette parole épouvantable m'a sauvée, parce que depuis lors, je suis devenue l'écrivain que vous voyez, qui est relativement célèbre. La preuve, c'est que vous êtes là si nombreux. Chaque fois que j'ai un papier dévastateur dans Libération ou ailleurs, je fais appel à ma grand-mère maternelle en me disant « Eh bien, ma petite, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. » Ces paroles me sauvent. C'est un talisman ? C'est un talisman. Chaque fois que je souffre, je me rappelle les paroles de ma grand-mère maternelle. Et je me dis, finalement, l'article de Libération, il n'est pas bien méchant comparé à ce que ma grand-mère m'a dit. Amélie Nothomb, vous êtes une rockstar des lettres. J'aimerais savoir... Comment je bois pour supporter de telles déclarations. Ouais, ce sont des déclarations d'amour. Hein. Vous avez donné le ton tout de suite en arrivant. Il faut vous y attendre à encore beaucoup d'autres. Vous êtes donc cette rockstar des lettres. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous vous sentez de temps en temps encore Amélie et pas seulement Amélie Nothomb? Vous arrivez encore à avoir des moments pour vous? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Comment vous expliquer? J'ai une très belle vie. J'ai rencontré l'amour. Ça dure. Et en plus, il y a vous. J'ai une très belle vie. Bon, à côté de ça, je suis écrivain. Je me réveille tous les jours de ma vie à 4 heures du matin, même quand ça ne va pas, et ça ne va souvent pas, pour continuer à écrire. J'y arrive. J'ai une très belle vie, mais très difficile. Je n'imagine pas de plus belle vie que la mienne. Cette vie est difficile, mais j'y arrive. Et à mesure que je vous parle, je vois se détacher dans la foule tant de regards que je connais, tant de regards de gens avec qui je corresponds et avec qui j'ai de magnifiques... Sébastien, qu'est-ce que vous attendez pour m'écrire? Bon. C'est tellement beau. Vous n'imaginez pas comme ma vie est belle. Bien sûr, elle est dure. On ne peut pas à la fois cultiver le confort en se réveillant tous les jours de sa vie, sans aucune exception, à 4 heures du matin. Mais comme ma vie est belle. On vous souhaite encore une très belle et longue vie. Nous, on attend vos prochains romans avec grande impatience. Je voulais vous remercier d'être venue nous rencontrer. Le temps passe tellement vite avec vous, Amélie. Et j'ai encore une toute petite question à vous poser. Y a-t-il une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Alors, Bénédicte, c'est vraiment une question qui vous concerne. Excusez-moi. C'est la 3e fois que nous nous rencontrons. Vous avez, excusez-moi de le révéler si crûment, vous avez 37 ans. Qui pourrait croire que cette jeune femme a 37 ans? Vous avez, pour toute personne qui vous regarde, vous avez 25 ans. Voilà, c'est l'éternelle jeunesse. Quel est votre secret? C'est une très bonne question. Je crois que ce sont les livres qui me régénèrent et qui me donnent encore plus d'envie d'avoir du temps pour pouvoir partager mes émotions de lecture, comme avec vous. Merci Bénédicte et bravo, vous m'avez admirablement interrogée. Merci à vous. Alors,
Malheureusement, Amélie aurait aimé rester plus longtemps parmi nous, mais elle va devoir nous quitter tout de suite. Et Parce qu'il y a un problème de train. On m'a annoncé que le dernier train était supprimé. Je sais pas voilà, ce qui s'était donc passé. Amélie s'excuse. Elle a dédicacé à l'entrée au départ et elle s'excuse de devoir partir tout de suite. Voilà. Merci Bénédicte, c'était magnifique. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce moment.